présente, moi je m'appelle Rémi Villain, donc je suis lead de la communauté DevOps, accompagné de mon co-lead Nicolas Vallée. Bonjour. Ouais, salut tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bruit derrière. Normalement, on a essayé de faire les réglages au mieux, donc ça devrait bien se passer. Pour info, moi je vais toujours regarder un œil sur le chat, donc s'il y a des problèmes de son, etc., n'hésitez pas, manifestez-vous plus vite, je corrige ça en urgence. Bruit des verres, ouais, on n'y est pas encore, je pense. Je vois que ça arrive, hein, mais. Donc aujourd'hui, le sujet, ça y est, vous pouvez mettre en grand les slides hein, si ce n'est pas encore fait. Le sujet, c'est de Bash à Ansible. Donc on a décidé de faire un petit sujet un peu léger, pour le début de l'été. Donc on va revenir sur, on va dire un projet qui aurait pu être fait avec du Ansible par quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose et on va essayer de corriger tous ensemble, pour faire les réglages, enfin pour faire, on va dire, le strict minimum. Je vois un bonjour, je n'ai pas le son, ça m'inquiète. Les autres, c'est bon? C'est bon. Je parle un peu vite, je suis désolé, on rouvre le bar pour tout le monde à 19 h, donc on va y aller. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je vais lurker autour du chat et je créerai des interactions si nécessaire. Voilà, bah, on peut attaquer. Donc le sommaire. Donc le sommaire, bah, c'est ce que je vous ai promis, hein, c'est on va commencer par regarder un petit cas concret, d'exercice, de ce qui pourrait vous être demandé à faire avec du Ansible et on va voir comment, un mec qui, n'y connaîtrait rien et n'aurait pas eu envie de se documenter, aurait, traité le sujet. Ensuite, on va voir avec vous les bonnes pratiques, vraiment le b.a-ba de Ansible, quel aurait été le minimum attendu, pour répondre à ce sujet-là et on va continuer avec quelques bonnes pratiques en plus, histoire d'aller un peu plus loin et que vous puissiez vous frimer, à la fin de ce meet-up. Donc on va commencer par, il y a un bruit horrible derrière, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. On va commencer par, prendre un cas concret. Donc, on va voir ensemble, les prémices de la catastrophe. Donc je vous présente GuiOps. GuiOps, c'est un mec, bon, il est bien sympa, vous pouvez le croiser dans les couloirs, ça va, ça se passe bien. Sauf que GuiOps, bah, il fait de l'administration de serveurs de père en fils depuis 1850 et il tient à garder cet héritage familial et les techniques ancestrales appris par son père. Donc, il n'est pas très branché nouvelles techno et intégration continue, encore moins déploiement continu. Pour lui, rien n'est plus fiable que les scripts qu'il est capable d'écrire en bash et aujourd'hui, il est décidé à nous le prouver. Donc aujourd'hui, GuiOps, il va avoir sa nouvelle mission. Donc le sujet du jour, qu'est-ce qu'on a? On a une base MariaDB, donc MariaDB, bon, hein, c'est une base SQL, enfin MySQL. Vous n'avez pas besoin de connaître comment ça fonctionne, hein, juste c'est une base de données avec des utilisateurs et des bases, c'est tout ce qui nous intéresse. Cette base de données, on veut être en mesure de l'installer via un fichier de configuration qui sera peut-être fourni, peut-être pas. Peut-être qu'on va prendre la configuration de base. Enfin, on estime qu'on peut demander une configuration de base. Donc, on va voir comment gérer ça. L'objectif, ça va être de créer deux bases de données, BDD1 et BDD2. Ça tombe vachement bien. Et on va créer pour chacune de ces bases un utilisateur, le user 1 et le user 2. Et contrainte de la direction, hein, qui tombe sur GuiOps en lui disant: «Au fait, on est vachement moderne et tout, on a vu des meet-up super sur le DevOps, donc on veut faire du Ansible». Donc là, pour que la présentation soit est-elle partagée? Oui, on remettra les slides, hein, pour les questions en même temps. Bah, du coup, tant pis, fin de la présentation parce que GuiOps, il est nul en Ansible, donc on s'arrête là. Non, non, partez pas, je déconne. Pitié, soyez encore là. GuiOps, c'est un mec qui est plein de ressources, donc il va travailler pendant 2 jours, s'isoler dans sa cave et nous proposer une solution qu'on va regarder tous ensemble. Et là, je laisse Nicolas prendre un peu la parole. OK. Ops. Pardon, je me suis muté, excuse-moi, mauvais réflexe. C'est bon, vas-y, recommence. OK, qu'est-ce qui nous a fait du coup notre petit GuiOps? Pour vous présenter rapidement déjà l'environnement de présentation, on est hop, je monte l'envers du décor, on est sur, 3 VM qui tournent. On a, prod 01, prod 2 et prod 1. Donc 2 VM pour la prod et 1 VM pour la pré-prod. Rien de rien de grandiloquent là-dessus. Donc, pour faire un petit point déjà sur le fonctionnement d'Ansible, Ansible se base sur des playbooks. Un playbook, ça va être, un ensemble de tâches qui va pouvoir, lancer des scripts, créer des utilisateurs, ce genre de choses. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard
et ce playbook va s'exécuter sur un ensemble de serveurs qu'on va déclarer dans un inventaire. Donc là, notre GitOps a créé un inventaire, il est dans le dossier inventory ici, hem et on retrouve ici nos trois machines, donc prod 01, prod 2 et pré-prod 1. Tous les paramétrages que vous avez derrière, il ne faut pas trop vous en occuper, c'est histoire que mon ordi arrive à se connecter aux machines du TP, faut pas trop faire gaffe. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces trois VM sont dans un groupe ici, sont dans un groupe qui s'appelle all. Là, en l'occurrence, petite précision, le format du fichier, c'est du ini classique. On peut retrouver, d'autres formats d'inventaire comme du YAML et du JSON. Rémi en parlera, plus précisément tout à l'heure. OK, donc on a nos 3 VM, on a notre inventaire qui est créé. Maintenant, on va avoir besoin d'un playbook pour, pour du coup lancer nos tâches. Là, on a notre super playbook avec du coup un ensemble de tâches qui s'appelle execute script d'installation. Le become yes, c'est tout simplement pour dire que les tâches qu'on a envie qu'on va lancer sur les serveurs distants, il faut qu'elles soient exécutées en route. On veut que cette tâche s'exécute sur toutes les VM qui sont dans le groupe all. Hop, petit rappel, le groupe all, on a bien nos 3 VM ici. Et la tâche en question, on exécute un script bash. C'est super, c'est hyper propre. Et dans ce script bash là, du coup, on a l'installation de MariaDB, la configuration de MariaDB avec un fichier de conf qui est, hop, qui est poussé ici dans le fichier 50-serveur dans la conf etc de MySQL, enfin de MariaDB. On crée nos utilisateurs ici, heu, on inclut nos utilisateurs là et on fait 2-3 tests pour vérifier du coup que, les utilisateurs peuvent se connecter notamment à la base de données. OK, donc on va, lancer du coup notre script, poser mon micro le temps de taper les commandes. Tiens, ouais. Oui, si, c'est bon, c'est bon. On aurait peut-être Commencer dû en même temps du ouais, coup. bah, du coup, pour juste, point info, hein, pour se faciliter un peu la tâche et éviter les fautes de frappe, à chaque fois qu'on veut faire des modifications, on a tout préparé avec des petits scripts qui vont mettre à jour, mais vous inquiétez pas, on va suivre au fur et à mesure des mises à jour. Donc je vois que ça rigole bien sur, mon nom de commit, bon, hein. J'espère qu'il y a pas la date. Pas montrer à quelle heure on travaille le soir. Tac, tac, tac. Alors et ben, voilà, tu vas pouvoir reprendre un peu la parole. OK, je reprends le micro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dis donc, ça allait hyper vite. C'était pas le cas hier soir lors de la démo. On a une super bonne internet, une connexion internet a priori en 4G. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a une première tâche GazoInfact ici là, excusez mon accent anglais, on va pas trop s'attarder dessus. En gros, c'est pour, dire à Ansible de récupérer des informations sur les serveurs comme les noms de domaine, les interfaces réseau, ce genre de ce Est-ce genre que de c'est du trucs. Linux? Est-ce que c'est du Windows? Exactement. On n'en a pas besoin pour la présentation. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette tâche-là, la tâche qu'on a déclarée du coup dans notre playbook. Donc on retrouve bien le titre, installation et il y a des changements sur les 3 serveurs. OK, a priori ça marche. On ne sait pas trop ce qu'il a fait et je vais juste tester quelque chose. Normalement, si je relance le serveur, je relance le script, ouais, là on a un petit souci, c'est que, les changements ont été effectués et pourtant il nous indique qu'il y a encore de nouveaux changements à faire. Un petit problème de ce côté-là, mais ça va passer la main à Rémi. Alors voilà ce que GitOps nous a livré. J'ai toujours un doute, est-ce que je suis mute ou pas? Non, c'est bien impeccable, mon cadre s'allume. Donc selon vous déjà, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez vu des trucs qui vous ont choqué ou pas? Là, on va laisser, 30 secondes et je compte sur les gens de la salle pour se manifester à ce moment-là. On va vous faire passer le micro du coup Non, si vous avez bah, des choses à je dire. serais plutôt team, on répète la question parce que bon, on va répéter la question, ça sera plus simple. Oui, vas-y? Il y a le inventory. Il y a le Ouais, fichier inventory. ouais, Mettre lui. les pré-prod et la prod dans le hall, c'est pas Ouais, c'est forcément une pas bonne ouf, idée. hein. C'est pas hyper bien géré, hein. C'est pas ouf. Ouais, je vois dans le chat, on met passer un script batch, effectivement, c'est pas hyper bien. Je vois que ça parle des credentials. Ok, donc ça va, les gens ont des yeux affûtés. Voilà, donc je vais vous présenter deux, trois petits trucs. Nous, on avait préparé deux, trois petits points au cas où vous seriez à sec. Ah, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Pardon, excuse-moi. Je dis quelque chose qui a déjà sûrement été dit dans le chat, mais globalement, lancer un script bash
pas l'idée. Et le fait que si tu l'exécutes 2 fois de suite, tu as du changed. Ouais. Et dans Ansible, Eh qui ben, justement impeccable. avec son idempotence. On va parler de tout ça. Du coup, qu'est-ce qui va pas? Au cas où vous auriez eu, au cas où tout le monde serait déjà en train de dormir, ce qu'on avait prévu, c'est que, bah, déjà la gestion des environnements, c'est pas pratique, hein. On a tout qui est au même endroit et tout, c'est un peu bizarre. Heu, on n'en a pas parlé, mais, dans la contrainte, on avait dit qu'on voulait gérer un fichier de config. Là, le script tel qu'il est, on gère que dalle. On a des secrets en clair qui se promènent, il y a quelqu'un qui l'a fait remarquer. On a parlé, d'idempotence, si on exécute plusieurs fois, on n'est pas sûr qu'on n'a pas cassé des trucs, qu'on n'a pas créé, des choses en trop, tout ça, un peu bizarre et bah, on utilise Ansible n'importe comment quoi, globalement. Tu peux passer la slide et au dépourvu. Donc pourquoi on dit que c'est utilisé n'importe comment? Parce qu'il y a vraiment s'il y a une chose à retenir quand vous faites du Ansible, c'est que Ansible, c'est un langage qui est déclaratif. C'est-à-dire que vous dites un état dans lequel vous souhaitez retrouver votre serveur. Heu, Qui déclaratif dit idempotence. C'est que, si jamais vous venez de faire les actions et que vous réexécutez le script, vous avez enfin normalement il n'y a pas besoin de faire d'action, il n'y a pas de changement qui doit être engendré. Et donc, ça le sépare beaucoup des scripting classiques où là, vous allez être déclaratif. Donc, par exemple, une action déclarative, c'est insérer une donnée dans une base. Si vous exécutez votre script à l'infini, bah, vous allez insérer des données à l'infini. La slide suivante, s'il te plaît. Donc là, on a fait une petite slide juste pour vous préciser l'idempotence, à quel point c'est important. Et donc, c'est le principe, hein, c'est l'élément clé d'Ansible. Il faut que vos actions n'engendrent pas de changement d'état si ce n'est pas nécessaire. Donc, quand on voit du jaune un peu partout, c'est pas normal. Et comment Ansible, assure son idempotence, on n'en a pas parlé vite enfin, on va en parler très vite fait, mais vous allez voir, en fait, on va utiliser tout un tas de modules qui sont fournis par Ansible ou par d'autres sociétés, qui, bah, englobent ces scripts, mais des scripts écrits avec des bonnes manières et pas des scripts écrits par alors comment on va aller vers le mieux? Donc un peu de théorie, je vais faire un peu le professeur pendant encore quelques minutes et après on retombera sur un peu de pratique. 1re chose, c'est l'inventaire. C'est ce qui a choqué pas mal de gens. L'inventaire, il est écrit n'importe comment, on avait tous les serveurs au même endroit et cetera. C'est quoi un inventaire? Ça permet de définir les serveurs cibles d'Ansible, les serveurs sur lesquels Ansible va faire ses actions. On a précisé qu'il y avait 3 formats, YAML, INI ou JSON. Ces inventaires, il y a tous des syntaxes pour faire de l'héritage. Vous pouvez faire des groupes, des sous-groupes, vous pouvez injecter des variables et cetera. Donc il y a quand même pas mal de choses à regarder, aux inventaires. Mais soyez modérés. Le but, c'est pas que l'inventaire contienne toutes les variables de l'univers non plus. 2e point, c'est que, aujourd'hui dans le projet de GitOps, on n'avait que ce qu'on appelle un playbook. Un playbook qui exécute, des tasks, qui sont de manière unitaire. J'aurais une question, je la prendrai à la fin de la question de la partie théorique. Donc on a vu un playbook avec une task. Ansible, une des bonnes pratiques et une des manières de faire, c'est de faire des rôles. Des rôles, c'est des regroupements de ressources pour un but précis. Qu'est-ce que j'entends par ressources? Globalement, ça peut être des variables, ça peut être des fichiers, ça peut être des tasks, donc des actions qu'Ansible va déclencher. Donc vous allez regrouper tout ça dans un but logique. Exemple de rôle, bah, installer MariaDB, c'est un rôle à part entière. Donc à droite, vous avez un exemple d'arborescence, hein, donc on ne va pas regarder tout ce qui se passe. Dis-toi, je crois que tu fais des handlers quand même, tu utilises un peu des handlers. Les handlers, il faut voir que c'est des tâches qui s'activent quand sous certaines conditions. Et donc si vous voulez avoir une jolie arborescence comme ça, sans trop vous prendre la tête, vous avez une command line Ansible Galaxy qui vous permet d'initialiser tout ça. Template et variable. Donc là, un point important d'Ansible, c'est qu'on travaille beaucoup avec des templates et avec des variables. Ceux qui ont peut-être suivi ma formation savent que je rigole beaucoup avec les variables. Je m'amuse à faire des exercices où on utilise des variables à 10 endroits différents. Au total, vous pouvez avoir plus d'une vingtaine d'endroits où vous déclarez vos variables. Donc, faites attention, elles sont partout autour de vous. Moi, j'en ai mis quelques exemples. J'ai mis default role, donc les variables par défaut du rôle, qui sont les moins prioritaires. Ensuite, vous allez avoir des variables en fonction de vos groupes et de vos hosts dans votre inventaire, qui vont avoir une priorité au-dessus des rôles. Et vous allez avoir, par exemple, une des variables les plus prioritaires, c'est la variable que vous donnez dans la command line, dans la CLI, au moment où vous appelez Ansible. Et point info, si vous voulez apprendre à faire des super boucles, des trucs comme ça, faut chercher après la syntaxe Jinja 2.
Pour lier tout ça, maintenant que je vous ai bien bombardé plein d'infos, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez votre playbook qui est au centre de tout ça, qui va être appelé par la command line. Le playbook, lui, va s'appuyer sur les rôles qui vont contenir les différentes tâches que vous voulez effectuer. Par exemple, installer MariaDB ou installer n'importe quel outil. Le playbook, il va aussi aller chercher des fichiers de variables. Et derrière, une fois avec votre command line, vous liez votre playbook, votre inventaire, et ça vous fait des chocs à pic. Vous avez vos déploiements sur vos web serveurs et sur vos backends. Je prends juste un truc, il y a une question. Oui. Avec Ansible, comment gérer la dérive de configuration? Globalement, Ansible, justement, va vous permettre à chaque déploiement de savoir est-ce qu'il a changé des choses ou est-ce qu'il n'a rien fait. Et vous pouvez aussi utiliser Ansible avec certaines options, on reviendra dessus juste après, qui permettent justement de savoir s'il y a des changements qui seraient effectués par Ansible ou pas. Voilà. À moins que tu aies quelque chose à rajouter? Non, non, c'est ça. Les templates permettent de vérifier si la configuration est déjà présente sur le serveur. Il ne va pas exécuter 2 fois la même commande s'il repère que l'objet qu'on essaye de créer est déjà fait. Enfin, du coup, je reparle de l'idempodos. Non, non, je pense que tu as à peu près tout dit. OK, bon, bah, instant démo, du coup. On va essayer d'appliquer ce que Rémi vient de nous dire. Alors, donc pendant cette petite démo, j'ai reseté les serveurs, j'ai tout désinstallé. Là, on a des machines qui sont vides et l'a dit tout à l'heure, mais du coup, pour aller un petit peu plus vite dans la démo, ici, j'ai créé tout un tas de scripts qui permet de créer l'inventaire, créer les rôles. Pour vous montrer rapidement la magie du truc, c'est juste des fichiers que j'écho dans d'autres, enfin des textes que j'écho dans des fichiers, ça s'arrête là. Il y a pas de magie derrière les commandes que je vais lancer. C'est des scripts bash pour faire du Ansible aussi, ça c'est pas beau. Alors, je vais essayer de taper mon truc sans trop faire de faute d'erreur, de faute de frappe. Donc, première étape, Rémi nous avait dit, il faut qu'on crée un inventaire. Ce qu'on va faire, et si on regarde ici, on a du coup cette fois 2 inventaires. On a bien séparé la prod et la pré-prod. Donc dans la prod, cette fois l'inventaire est au format YAML. On a du coup toujours notre serveur BDD prod qui est dans un groupe qui s'appelle production, qui lui-même dans un groupe qui s'appelle all. Tous les autres paramètres, c'est les mêmes paramètres qu'on avait tout à l'heure pour se connecter au serveur. On ne va pas trop regarder ce qui se passe de ce côté-là. On a notre deuxième serveur prod02 et dans l'inventaire de pré-prod, on a bien le prod01 qui est ici. OK, donc on a nos inventaires, on arrive à se connecter dessus. Maintenant, on va passer à la création des rôles. Tac. Alors, Rémi nous avait dit que pour créer un rôle, il fallait qu'on utilise la commande Ansible Galaxy, la commande qui est ici. Juste avant de faire ça, je vais créer un dossier avec mkdir, histoire que l'arborescence du rôle ne nous pollue pas l'intégralité de notre arborescence qu'on a avec notre inventaire ici. Tac. Donc, notre inventaire est créé, on a tous nos dossiers qui sont faits. Je vais juste réexécuter une deuxième fois le script 2 pour garder seulement les éléments qu'on a envie de garder. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a 3 dossiers. Un dossier handler, un dossier task et un dossier template. Le dossier task, ça va être le dossier dans lequel on va pouvoir indiquer toutes les tâches que le rôle doit exécuter. Pour l'instant, il contient qu'un seul dossier, un seul fichier. Le dossier handler, lui aussi un fichier vide, contient l'ensemble des tâches qui vont être lancées seulement si une tâche du task va être exécutée. Alors comme ça, c'est du charabia, on ne comprend rien. On va faire un petit exemple tout à l'heure, ça sera un peu plus clair. C'est une manière de déclencher une tâche dans certaines conditions. Donc si ça a changé, vous allez faire quelque chose. Si Ouais. rien ne se passe, on continue. Exactement. Et du coup, là, le dossier template, c'est là où on va stocker nos templates. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc le dossier est vide. On va essayer de créer nos premières tâches, rajouter notre premier template, rajouter notre handler. Paf, on a plein de trucs qui se rajoutent. Donc, dans notre fichier du coup qu'il y a au niveau de la task, on remarque déjà que cette fois-ci, on a plusieurs tâches, contrairement à tout à l'heure où on n'avait qu'une seule tâche qui appelait un script Ansible, un script bash, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on utilise du coup le module apt pour installer divers paquets, les paquets MariaDB client-serveur, un paquet Python 3 pour que Ansible puisse gérer la création de comptes, ce genre de choses qu'on verra un petit peu plus tard. On indique aussi un état, on veut que ces paquets-là soient présents, qu'ils soient installés.
on aurait pu, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus quel est le mot-clé, mais on aurait pu changer le mot-clé, bah, c'est absent. Absent, ouais. Ouais, voilà, absent pour dire que bah, si ces paquets-là sont installés, on veut les enlever. Et le update cache, c'est tout simplement parce qu'on veut que, avant que le paquet soit installé, on fasse un apt update sur le serveur. Ensuite, du coup, on a notre création de template avec le module template juste ici. Donc là, on lui dit que la source, c'est le 50 serveur-cnf-j2. Donc J2, c'est l'extension pour le Jinja 2. Et bah, c'est le nom du dossier qu'on a dans du fichier qu'on a dans notre dossier template. On lui indique une destination, on lui indique des droits. On dit également que le fichier qui est déjà présent sur le serveur, on fait une backup au cas où on pousse n'importe quoi, comme ça on est sûr de récupérer nos données. Et là, on remarque qu'il y a un petit truc, on a un Notify avec du coup, excusez-moi, avec un restart MariaDB juste derrière le Notify. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Notify, en fait, c'est le mot-clé qui va permettre d'exécuter les tâches qui sont dans la partie handler. Là, si on regarde Notify Restart MariaDB, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos handlers? On a bien une tâche qui s'appelle Restart MariaDB qui a pour but de redémarrer le serveur MariaDB. Bon, par rapport au nom. Ça, c'est chouette. Et donc, on va exécuter le. On éteint le micro pour taper ça comme il faut. Je te Hop, laisse ouais, faire vas-y, le vas-y. commentaire. Et ça tombe bien, moi j'ai une réponse. Autre sujet, on m'a demandé est-ce que Ansible c'est agentless? Et effectivement, Ansible a la particularité d'être agentless. Donc contrairement à d'autres outils, je crois que Puppet et Chef par exemple ont des bons concurrents d'Ansible. Vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose sur le serveur spécifique. Par contre, vous avez quand même des prérequis du type être capable de se connecter en SSH sur le serveur. Donc il existe d'autres obscures manières de se connecter avec du Ansible, mais ce n'est pas le principal. Et de faire du SSH quand vous pouvez. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié quelque chose qui était quand même extrêmement important. On a notre rôle, on a notre, on a notre inventaire, on a notre rôle. Il nous manque deux autres trucs. Si on regarde un petit peu le template, je suis pas allé jusqu'au bout. Donc c'est un fichier MariaDB standard, à l'exception des informations qu'on a ici, qu'on a ici, en fait, les trucs qui sont entre accolades. C'est la partie justement Jinja 2. Donc, en gros, ce qu'on lui demande, c'est quand tu vas pousser le template sur le serveur distant, on a envie que la valeur qui soit ici, la variable qui soit ici, soit remplacée du coup par la variable qu'on a définie sur le serveur. Si on fait une petite boucle if, enfin, une condition, pardon, si du coup la variable est définie, dans ces cas-là, on exécute et on va écrire le texte qui se trouve là dans le template, sinon on supprime la ligne. Ok. Donc dans nos templates, on a des variables. Les variables, pour l'instant, on ne les a pas créées. Donc, tac, je continue à exécuter mes petits scripts. On va créer la partie variable. Ok. Du coup, on voit qu'on a déjà deux dossiers qui sont rajoutés. Au niveau des dossiers, alors les variables, Rémi tout à l'heure a dit que c'était un peu le bazar au niveau d'Ansible, qu'il y en avait partout. Nous, on va se concentrer sur ces deux dossiers-là. Pour la partie groupe var, on voit qu'on a deux fichiers. Un fichier qui s'appelle preprod.yaml et un fichier qui s'appelle prod.yaml. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, mais au niveau de nos inventaires, on voit que nos serveurs qui sont décrits ici font partie d'un groupe qui s'appelle en l'occurrence preprod pour la preprod et pour la prod qui s'appelle prod. En fait, c'est les noms des groupes qu'on va retrouver dans la partie groupe var, le nom des fichiers qu'on va retrouver dans la partie groupe var. Il y a une vraie adhérence entre le nom des fichiers et le nom des groupes, attention. Ouais, exactement. Donc, au niveau de notre pré-prod, on va remonter un petit peu, on se rend compte qu'on a une variable qui nous indique que notre InnoDB buffer doit être de 128 mégas, et au niveau de la prod, qu'il doit être de 256 mégas. Donc on a des variables différentes entre prod et pré-prod. C'est un exemple, on pourrait imaginer plein d'autres choses. Ça, c'est chouette. Et même logique pour les hostvar. Cette fois, au lieu de mettre les noms des groupes, on a directement les noms des serveurs. Et cette fois, c'est juste pour les serveurs de production. On a du coup la variable MariaDB server ID qui a 1 pour le 1 et qui a 2 pour le 2. Pour rappel, si on regarde le template, en fait, c'est la variable qui était définie au niveau de la condition. Donc pour nos serveurs de prod et uniquement pour nos serveurs de prod, on aura un serveur ID au niveau MySQL qui sera défini à 1 ou 2 en fonction du serveur. Ok, donc on a notre rôle, on a notre inventaire, on a nos variables. Il ne nous reste plus que le playbook pour lancer le rôle. Donc,
il est ajouté dans un dossier Playbook. On peut le mettre un petit peu où on veut, mais histoire que ça soit un petit peu plus... moi, je l'ai mis dans un dossier. Et en fait, c'est tout simple. On retrouve un petit peu on retrouve la syntaxe qu'on avait dans le tout premier Playbook Ansible qui a été fait par GitOps. Donc, on a un nom de tâche, deploy MariaDB. On veut que ce tâche soit exécutée sur tous les autres, que quand les tâches sont exécutées, quand les modules Ansible sont exécutés en route. Et on va faire appel directement au rôle qu'on a créé juste au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Ok, et là je vais pouvoir du coup lâcher le micro et commencer à taper les commandes Ansible pour lancer le tout. Hop, et ça tombe bien, j'ai encore une question. On voit des démos de gestion de configuration, mais est-ce que Ansible est capable de faire de l'infra? Par là, j'entends de configurer des nouveaux ESX et les intégrer directement dans un cluster ESX, créer des VM de zéro, puis en faire de la configuration. Globalement, Ansible, lui, il sert à piloter d'autres outils. Là, par exemple, quand on fait l'installation de MariaDB, on pilote apt. Donc, si tu utilises ton Ansible pour piloter d'autres outils, type Vagrant, type Terraform, il doit tout à fait être possible de déployer tes infras avec du Ansible. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Tu as quelque chose à ajouter parce que en plus, tu es un peu plus dégourdi que moi sur Vagrant. Excuse-moi, j'étais concentré sur ce que tu as fait, je t'ai Pardon. absolument pas du tout écouté. Non, je disais en gros, est-ce qu'on peut faire de l'infra avec Ansible? Oui, tu peux piloter des outils type Terraform, Vagrant. Ouais, alors on peut faire pas mal de choses. J'avoue que sur tout ce qui est ESX, etc., moi j'ai jamais essayé de déployer des choses avec, enfin déployer en tout cas un, un cluster ESX avec Vagrant. J'ai pas essayé avec Ansible, pardon, j'ai jamais essayé de faire ça. Après, il faut regarder en fait au niveau des modules sur la doc ce qui peut se faire. Il faut bien garder en tête que Ansible il est surtout là pour faire de la configuration. Si on a envie de provisionner de la VM dans l'ESX, on va plus se tourner vers des outils comme Terraform, par exemple, pour créer de la VM à la volée. Ansible, il va arriver juste après, on a notre VM qui est créée, on a envie de pousser de la conf, et du coup, on crée... Tu peux quand même piloter un peu tes autres outils type Terraform, quoi. Ouais, c'est un peu... Enfin, après, il y a des guerres de chapelle. c'est un peu pourri, moi, je trouve, mais... Admettons. Chacun... Terminons-en là. Chacun son avis. Ok. Donc là, j'ai lancé le playbook. On remarque déjà une première chose, c'est que j'ai dû foirer la restauration de ma snapshot. C'est pas très grave, on s'en rend compte ici. C'est que du coup, l'installation de MariaDB Server apparaît comme OK. Donc ça veut dire que Ansible a détecté qu'il était déjà installé. Il n'avait pas besoin de réinstaller le MariaDB Server. OK, trop cool. Les paquets sont déjà mis. Cependant, il a quand même touché à notre template. Il a poussé du coup notre nouvelle configuration. Et comme il a changé notre configuration, il est rentré dans les tâches du handler et du coup, il a redémarré MariaDB. Si je relance une deuxième fois le playbook, normalement, si tout se passe bien, voilà, on a tout qui est ouvert, on a l'idempotence qui est respectée, et cette fois, on se rend bien compte que donc, il n'y a pas eu de changement au niveau du template, et tac, il n'y a pas eu de redémarrage de MariaDB. Donc, c'est top. Eh ben, écoute, je te laisse la main. Là, c'est le moment de voir si vous avez suivi. C'est un piège. Vous avez bien suivi, on a 2-3 questions pour vous, on va avoir besoin de vos réponses. Première question, quels sont les formats d'inventaire d'Ansible? Ouais, je vais garder le micro, c'était peut-être plus simple. Non, mais lui là-bas, il Vas-y. connaît trop bien Ansible, tu lui donnes pas le micro. Hein. Ouais, il y avait une main levée là-bas. Ah, je vois, il y en a, ils Non, en ont 2 ok. sur 3, c'est facilement. Voilà, c'est ça. Pas de participation. Ok, Oh, ça y est, ah, ça ok, y est. d'accord. Ok. Ah, Ouais, tu veux donc dire vous avez raison, c'est ini. C'est ça, ini ini JSON YAML. On est bon. Deuxième question, c'est quoi l'utilitaire pour créer des rôles facilement sur Ansible? C'est quoi son nom? Ah, ça, c'est à retenir, les gens. Hein. Et il y a tout le monde qui est concentré sur sa bière ici, en tout cas. Peut-être c'est de la fusée, je sais pas, de l'espace, des nébuleuses, Ansible nébuleuse. On a la bonne réponse ici. Ansible Oui, Galaxy dans Ansible les Galaxy. commentaires aussi. C'est impeccable. Dans quel dossier vous créez vos actions dans un rôle, pour un rôle? Dans quel dossier est-ce qu'on crée nos tâches quand on crée un rôle? Quel est le nom du dossier qui va pouvoir contenir l'ensemble des tâches qui vont être C'est ça. exécutées Au par sein le d'un rôle? rôle, dans quel dossier on met les actions qu'on va effectuer? Tout le monde est parti sur rôle, mais... Ok, alors le dossier, c'est Task? Task, ouais, c'est une bonne réponse. La C'est question ça. était peut-être pas la Task.
dans C'est le ouais. ça. Ouais, bon, elle était peut-être pas forcément bien formulée, on vous l'accorde. Dernière question et après on enchaîne. Host-var versus groupe-var, c'est quoi la petite diff? Vous avez compris la nuance? Ouais, vas-y. Ah bah, très bonne réponse. Donc comment dire? Le groupe vars va s'appliquer par rapport au groupe dans votre inventaire. Le host-var va venir écraser les groupes var si nécessaire. Bon, bah voilà, On peut passer à la suite. on peut enchaîner. Oui? Alors, il y a une question. Alors, de la manière donc on a une question autour des host-var, des groupes var et comment c'est déclaré. Dans la manière dont c'est déclaré, nous, on a notre inventaire où on retrouve les groupes. En haut, en gros item, on va dire. Et à l'intérieur, tu vas avoir plusieurs hosts, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu as ton exemple d'inventaire? Ça sera plus parlant. Donc là, tu vois, on voit un groupe qui s'appelle prod. Ce prod possède plusieurs hosts qui sont BDD prod 1, BDD prod 2. Ok. Là que ça s'entend pas trop. On passe à la suite. Maintenant qu'on a fait le B à bas pour venir corriger un petit peu les catastrophes de GitOps, on va essayer d'aller un peu plus loin et de faire des choses un peu plus belles. Alors, première astuce, c'est surtout pour vous en tant que développeur Ansible à venir. Vous avez deux fonctions qui sont assez sympas à connaître, c'est diff et check. Diff, ça va vous permettre d'avoir un retour sur quels sont les changements qui ont été apportés par votre exécution d'un playbook ou d'un rôle. Et check, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle une dry run sur d'autres outils. C'est de savoir quels auraient été quel serait le retour d'Ansible si je faisais ces actions-là. Et vous pouvez vous amuser à cumuler les deux pour faire comment dire, vos actions, avoir le retour que vous auriez eu si vous auriez exécuté votre playbook. C'est hyper pratique quand vous voulez faire du debug et éviter par exemple si votre rôle installe et que vous voulez tester plusieurs fois, bah, plutôt que d'installer, désinstaller, installer, désinstaller, bah, vous faites des dry runs donc avec le tiret. Oui, suivant. Point important dont on avait discuté en début, c'était les secrets. Effectivement, on a des mots de passe qui se promènent, donc il faut savoir qu'Ansible, il embarque ce qu'on appelle Vault. Alors, à ne pas confondre avec Vault d'HashiCorp, mais c'est tout un tas de fonctions qui va vous permettre de chiffrer vos données et éviter d'avoir des mots de passe qui se promènent en clair dans votre code. Et dernier point qu'on n'a pas encore utilisé, mais qu'on va commencer à rajouter, c'est l'utilisation des tags. Les tags, c'est une manière de limiter quels sont les tasks qui seront exécutés au sein d'un playbook ou au sein d'un rôle. Vous pouvez utiliser vos tags pour faire ça de manière inclusive ou de manière exclusive, voire cumuler les deux si vous êtes un peu tordu. Il y a tout un système d'héritage aussi qui a des petites subtilités. Donc je vous conseille de lire un coup la doc avant de commencer à les utiliser. Mais nous, dans notre exemple, on va rester soft. J'ai deux questions. J'ai une question. Les dry runs fonctionnent comment? Bah, en fait, Ansible calcule les changements que lui, il aurait fait. Alors après, comment il fait précisément, je ne sais pas. Ouais, en Mais gros, par exemple, sur les fichiers de conf, il va faire un diff. Sur les paquets, pareil, il va vérifier s'il a besoin de l'installer ou pas. Notamment, par exemple, pour les paquets, il va lancer, entre guillemets, un apt install sans faire le Y. Grosso modo, c'est à peu près ça. Il voit du coup s'il y a besoin d'installer un paquet ou non. c'est ça. Et là, ça va être en fonction des modules que vous utilisez. C'est eux qui gèrent un peu leur tambouille pour éviter de vous casser votre compte. Vous faites un check. Ouais, pour l'intention quand même sur les dry runs, alors ça marche hyper bien. Le truc c'est que du coup, comme vous ne faites pas d'action, forcément, il peut arriver que dans le reste de votre tâche, vous avez besoin qu'un paquet que vous avez précédemment installé soit présent pour l'exécuter. Et sauf que comme vous l'avez fait en dry run, le paquet n'est pas installé et du coup le playbook peut planter. Donc il faut juste garder ça en tête quand on lance un check, parce que ça peut arriver qu'on a des erreurs qui ne vont pas apparaître quand on exécute réellement le playbook. Mais ça, c'est de la logique en fait derrière quand on exécute nos tâches. Ok, il y a d'autres questions?
Non, on n'avait pas d'autres questions, Et on peut bah, c'est enchaîner. parti pour le Et il va instant falloir qu'on démo. enchaîne. Parce que ouais, 40. On va faire du coup, ouais, ça va être l'instant démo. Donc, On peut où dire est-ce qu'on merci. était rendu? On avait du coup notre rôle qui était créé. Ils pouvaient effectivement installer nos, nos paquets MariaDB. Il nous manquait du coup l'installation des bases et la création des utilisateurs. Donc, pour ce faire, tac, on était rendu au script 4. On va lancer le script 5 qui va être. Non, le script 6, pardon. Je perds dans mes numéros. Qui va être du coup l'ajout des fameuses tasks que on n'avait pas tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, notre main, il a complètement changé. Tout à l'heure, on avait toutes les tâches d'installation de MariaDB. Cette fois, on fait de l'import de fichiers. Donc, les fichiers sont toujours dans le dossier task, mais ils sont plus, enfin, les tâches sont plus dans le main. Et dans ces fichiers-là, on va retrouver des tâches qui vont correspondre à des phases du rôle différentes. Donc, l'installation de MariaDB, la création des utilisateurs et la création des bases de données. On remarque aussi qu'on a utilisé des tags ici. Donc, quand on va lancer un playbook en faisant un Ansible playbook en précisant un tag, et par exemple le tag MariaDB add user, on va faire la petite démo tout à l'heure, dans ces cas-là, on va juste exécuter ce qui se trouve dans le fichier manage user. Ok, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans nos tâches, donc pour la création de base de données, si on utilise une variable qui s'appelle BDDName, on va boucler sur cette variable-là. Donc, on peut déclarer ce qu'on appelle un objet dans BDDName euh, avec différentes valeurs. On va boucler sur ces valeurs-là et du coup, on va créer les bases de données en fonction des différentes valeurs de BDDName. On ne lance cette tâche-là seulement et uniquement si la variable BDDName du coup est définie. Si elle ne l'est pas, du coup, on va avoir des skips qui vont s'afficher. L'installation de MariaDB, on l'a déjà vu, il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Et au niveau du manage user, pareil, on a une valeur qui s'appelle BDD user. Je ne vais pas trop rentrer ici dans les détails, je vous laisserai lire la doc pour ça. On a une variable qui s'appelle BDD user qui va contenir du coup différents utilisateurs dans lesquels on aura mis des mots de passe, dans lesquels on aura mis des droits, etc. Et du coup, on ne lance cette tâche-là seulement et uniquement si la variable BDD user est définie. Ce qui se passe, du coup, si on lance le playbook, donc j'ai pas mis de tag. Il va essayer de réinstaller MariaDB, tout ça on l'a déjà vu tout à l'heure, donc il n'y a pas de changement et nos variables ne sont pas définies, donc on a un skip. Juste petite subtilité, si j'ajoute l'option "-t", qui permet du coup permet de rajouter des tags, et cette fois que j'ai envie de créer une base de données, il ne va exécuter que... oh, attendez, Excusez-nous, il y a le patron qui est en train de passer. il y a Avec un fût de bière, donc forcément, fût de il a bière eu qui notre passe. attention. Forcément, nous, on s'est déconcentrés. Ok, donc qu'est-ce que je viens de faire? J'ai lancé du coup le playbook en précisant un tag le tag de création de base de données, et cette fois il a exécuté seulement la création de base de données, toujours en skippant parce que nos variables sont pas définies. Bon, on va du coup définir ces fameuses variables. Tac, add lasvar. Donc on se rend compte qu'on a du coup des changements qui ont eu lieu dans pré-prod et dans prod, et on a un nouveau fichier qui a été créé qui s'appelle all.yml. Donc, on va commencer par voir un petit peu ce qu'il y a dans prod et dans pré-prod. Donc, on a notre variable BDD user dans lequel on a défini deux utilisateurs, user 1 et user 2, sur lequel, du coup, avec la sous-variable, enfin la variable de l'utilisateur 1, il aura droit d'accéder à la BDD 1 et l'user 2 aura droit d'utiliser la BDD 2. J'ai commenté password parce qu'on va chiffrer le mot de passe utilisé par user 2 afin qu'on peut imaginer qu'on va pousser derrière notre code sur du GitLab. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de secret en clair. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le dossier, dans le fichier all.yml, on a juste notre variable BDDName dans lequel on a nos deux bases de données qui sont... Voici du coup nos variables définies. On va lancer le tout. Donc là, j'ai lancé la création des bases de données. Forcément, comme ma snapshot était pourrie, les bases de données sont déjà créées, c'est pas très grave. Tac, je vais enlever le tag. Je profite du petit blanc. Question, quelles sont les limites d'Ansible? Votre imagination? C'est beau.
C'est une bonne question. Je pense que je vais donner une première réponse et je vois qu'il y en a une deuxième dans le public. Moi, ma réponse, c'est que, par exemple, on m'a demandé d'installer des choses avec Ansible sur des Windows Server 2003. Ça devient compliqué. Tu donnes le micro peut-être? La deuxième, c'est peut-être sur les checks de conformité. Par exemple, si on utilise du Puppet, qui du coup est pour le coup est pas Puppet qui vient formation de. Je veux bien, ouais. Pardon. Ce que je disais, c'est comparer par exemple à un outil comme Puppet qui est non agent, enfin qui est non agentless comme Ansible. Dans le cadre de Puppet, on a besoin d'un master. Et dans ce cas présent-là, à ce niveau-là, grâce à Puppet, on peut checker en fait la conformité du parc d'un point de vue sécurité, etc. Là où Ansible, c'est plus de l'application, ce que je vais dire à la volée ou par Ouais, en mode planification. sporadique, il le fait Oui, une voilà, fois il le fait une et il n'y a pas de fois suivi et puis derrière. voilà, il y a moins de suivi derrière que sur d'autres trucs. Donc c'est pour ça que souvent il est comparé à un outil comme Puppet parce que c'est un concurrent direct et il présente pour moi cette grosse limite de check de conformité. Franchement bien. Ok, bah merci en tout cas pour ton intervention. Alors je termine, je passe juste un mot au cas où il y a des gens qui doivent partir. On n'a pas fini, hein, ça continue juste après, hein. Mais il y a les sondages qui ont déjà été publiés et c'est important pour nous. C'est la première fois qu'on fait un meet-up aussi interactif, je pense. Donc c'est important pour nous que vous fassiez des retours dans les sondages avant de partir. Je te laisse enchaîner. Ok, bah super, tu m'as laissé sur des gros placards rouges. C'est tout à fait normal, c'était fait exprès. C'était tout simplement. Non, mais mais enfin, c'était fait exprès, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait quand on avait des fails. Donc, bah, gros placard rouge, super. En fait, c'est parce qu'on n'a pas notre variable password qui est définie. C'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure avec la variable qui était commentée. Donc, cette fameuse variable password, on a envie qu'elle soit chiffrée, on a envie que le mot de passe ne se retrouve pas en clair dans nos dépôts Git. Donc, pour ce faire, on va utiliser la commande Ansible Vault, qui appelle du coup au module Vault que tu as présenté tout à l'heure, Rémi. On va lui dire, je veux que tu me chiffres une variable. J'ai envie que tu me chiffres un texte, Une chaîne pardon, de une caractères. chaîne de caractères, merci. Cette chaîne de caractères, on la retrouve juste après, donc c'est pré-prod password. On veut que cette chaîne de caractères soit stockée dans une variable qui s'appelle donc c'est la variable que on va créer ici et on va demander à Ansible Vault de nous demander du coup un mot de passe. Tac, donc là, je rentre mon mot de passe. Je vois qu'il y a une question sur est-ce que Ansible est capable de lancer des process post-configuration Ouais, bon, asynchrone. on y répondra juste après, je Ouais, termine juste la petite pardon, démo. excuse-moi. Et du coup, ouais, là, on se retrouve du coup avec notre variable password qui est définie avec un ensemble de données qui est chiffré. Dans ces cas-là, tac, on a juste besoin de copier ça et de le mettre ici. Et c'est bon. Rémi, du coup, je te laisse. Je prends la pause pour la photo, attendez. C'est bon. Oui, il y avait juste une question sur justement est-ce qu'Ansible peut faire des tests asynchrones après l'exécution. C'est là où le fonctionnement d'Ansible se limite un peu, quoi. Et vos tests, c'est vous qui allez les déclencher et c'est à vous d'aller faire déclencher ça. Il n'y a pas de mécanique interne à Ansible pour faire ça. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir coupé un peu plus tôt. Ah, Tous les mots de passe. ça, donc là pour meubler. Du coup, je n'ai plus de questions sous la main. Oui, j'ai une question derrière moi. Vas-y, T'as la ce genre de question. mots-clés là sur tes confs, là, genre password secret. Est-ce Ouais. que par exemple un GitHub Action il va pas te shooter justement tes valeurs là? Parce que tu sais, t'as des nouvelles sécu maintenant où il te shoot directement tes fichiers de tes secrets si tu les mets sur GitHub. Et est-ce qu'il reconnaît par exemple les entêtes Ansible ou ce genre de choses? Toute transparence, j'ai jamais bossé sur GitHub avec du Ansible. Tu
nouvelle fonctionnalité qui arrive et dès qu'il y a un secret, en fait, en pré-commit, il te shoot tous tes secrets. Ah, nice. Merci. Allumé. Merci. Du coup, c'est bon. Pendant la petite question, petite pause question, j'ai rajouté du coup toutes mes variables pour tous mes utilisateurs sur tous mes environnements. On va pouvoir du coup relancer tac, les books. On va lui préciser qu'on attend aussi un mot de passe Vault password qui puisse du coup déchiffrer les variables qu'on a indiquées ici quand il exécute du coup, les différentes tâches. Et là, du coup, il va pouvoir nous créer nos utilisateurs, mais toujours la même chose, comme ma snapshot était pourrie et fait des mots, forcément, on est toujours en OK au niveau des Les comptes parce comptes que les comptes existaient déjà, utilisateurs ouais. existaient déjà. Mais au moins, on a l'information, alors que tout à l'heure, on avait zéro info avec le joli script de De GitOps. GitOps. Tac, tac, tac. Et je pense qu'au niveau de la démo, on a terminé. On a terminé la partie démo et on s'approche, il reste 9 minutes. On est bon. Ok, instant question, comme tout à l'heure. Oui, instant question. Première question, comment faire pour tester une tâche sans impacter mon serveur cible? Ouais. Ouais, le dry run, c'était quoi du coup le nom de l'option? Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière? Ouais. On a eu un moins T, c'est pas Il y a eu ça? du Oui. moins T perdu. Ouais, alors on a Ok. tiré check ou tiré grand C, il y a un expert dans la salle Ouais, avec ça nous, va. donc effectivement, c'est bien ça. Deuxième question, le nom des modules Ansible. Quel est le nom des modules Ansible qui gèrent les secrets? On vient juste de le voir, ça c'est pas trop compliqué, je pense que tout le monde l'a. C'est hyper important celui-là. Ok, dans le Ouais. chat, c'est en effervescence. C'est quoi? Ansible Vault. Presque, pas loin, mais ouais, c'était ça. C'est ça. Il y a C'était eu un mélange entre Vault. Keepass et Volt par là. Ouais, on était pas loin. Et dernière question, du coup, comment filtrer les tâches à exécuter quand on lance un rôle? T'avais la réponse tout à l'heure? Ouais, -T qui permet de faire quoi du coup? Ouais, c'est ça. Ah, -T ne spécifie pas une tâche, monsieur. Pour un champion DevOps, c'est un peu bas, hein. Vous pouvez spécifier des tags. Bon, bravo, bah ouais, ça va. Vous suivez bien, on a des gens qui sont accrochés hein, quand Ouais, même, hein. dans le chat, on a la bonne réponse. En fait, on va lancer un tag qui va permettre du coup de définir un groupe de tâches qu'on a envie C'est ça. d'exécuter. T'es pas très loin, mais il va falloir encore que tu relises la doc Ansible. Ok. J'ai perdu ma souris pour passer à la slide suivante. On y est. Ah, la dernière partie, là on va pas avoir de démo après ça, c'est juste pour vous donner quelques pistes de 2-3 trucs à regarder qui peuvent être sympas pour vous, surtout si vous faites du Ansible et que vous avez les problématiques qui sont abordées. Donc la première, Mythogène. Donc Mythogène, c'est un utilitaire à installer en plus sur Ansible qui permet d'accélérer son fonctionnement. Quand je dis accélérer son fonctionnement, ça peut être assez énervé. Vous pouvez avoir des déploiements qui prennent 4 heures, qui d'un seul coup se réduisent à 10 minutes. Donc ça peut être assez intéressant. Si vous avez des bousins en Ansible qui mettent vraiment beaucoup de temps, renseignez-vous sur Mythogène. Petit point négatif, c'est pas compatible avec les toutes dernières versions d'Ansible. Si jamais vous travaillez où le SI est à la pointe de la technologie, vous risquez d'être bloqué. Et il y a certains modules où il y a des comportements un peu bizarres entre Mythogène et les modules. Il faut Ouais, le savoir quand même. on peut avoir des fois des tâches qui crashent quand on est avec Mythogène et qui fonctionnent bien avec Ansible, donc il faut quand même faire des tests en amont et garder ça en tête. Pardon. Deuxième option, forcément on écrit du code, c'est bien d'utiliser un linter, comme ça nous permet d'avoir des bonnes pratiques d'écriture de code, ça permet d'avoir des corrections automatiques forcément aussi quand on écrit des trucs qui ressemblent pas à grand chose. Il y a deux façons de l'utiliser. Soit on utilise, là en l'occurrence, je vais parler essentiellement d'Ansible Lint. Je pense que c'est le seul, en tout cas moi j'en connais pas d'autres. Soit on l'utilise en ligne de commande dans la CLI. Donc là, il va pouvoir nous ressortir un rapport en scannant, en scannant nos playbooks pour nous dire, OK, là il y a telle erreur, il y a telle erreur, il y a telle erreur. Le plus simple, ça reste quand même d'intégrer Ansible Lint directement à notre IDE préféré via un plugin. Comme ça, dès qu'on va écrire
nos lignes de code, on va avoir les infos qui remontent en direct. Et autre avantage des lignes, forcément, il va nous rediriger vers la documentation pour nous dire pourquoi ce qu'on fait, c'est tout pourri. Et dernier élément, on écrit du code toujours, donc c'est bien de le tester. Moi, j'utilise personnellement 2 manières de tester. Soit on sort l'artillerie lourde avec Molecule, qui permet du coup de tester des rôles directement Ansible. Donc on peut définir différents scénarios, on peut définir différents types d'OS, différents types de variables en fonction des scénarios. On peut faire quand même vraiment pas mal de choses, c'est assez chouette. Il va s'interconnecter directement avec Docker ou Vagrant pour du coup lancer soit des conteneurs, soit des machines virtuelles sur lesquelles il va exécuter du coup les playbooks. Donc c'est assez puissant. On peut l'intégrer directement à notre on peut l'intégrer directement à notre CI si on a envie de tester nos rôles en automatique dès qu'on fait un push sur notre Git. Donc ça, c'est assez chouette. Après, si on n'a pas le temps et si on n'a pas envie de se prendre la tête avec Molecule, une façon simplement d'utiliser Vagrant. Donc Vagrant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit d'HashiCorp qui permet de créer de la machine virtuelle à la volée en local, pardon, en se branchant sur du VirtualBox, du VMware Workstation, ce genre de truc. Et derrière, en fait, on peut lui dire OK, crée-moi une machine et ensuite exécute-moi des scripts de provisioning. Donc, on peut le faire en Bash, mais on peut aussi le faire avec Ansible. Et du coup, on a juste à définir notre playbook et il va du coup lancer le playbook avec les variables qu'on lui a indiquées. Donc c'est un peu plus limité, mais c'est plus simple et ça suffit amplement pour la plupart des tests qu'on a envie de lancer. Ok, et écoutez, on a terminé. Ouais, un grand merci de votre participation. C'était vraiment agréable d'avoir pas mal de participation dans le chat et dans la salle. Ça fait vraiment plaisir pour un sujet. On va reprendre, il reste 2-3 questions. Donc là, on va avoir un petit temps pour les questions. En sachant que nous, on est assoiffés de bière, donc on ne prendra pas non plus 15 000 questions. Et on a faim aussi. Et on a faim. Merci. On a une standing ovation dans la salle. Merci. Petite question qu'on a eue. Il existe une sorte d'orchestrateur pour stocker, planifier et lancer des playbooks. Il y en existe un que je connais, Ansible Tower, qui permet d'avoir une petite IHM sympa pour lancer tout ça. Après, je ne sais pas s'il en existe d'autres sur le marché, mais... Ouais, il y en a une autre qui s'appelle AWX, qui est en fait Ansible Tower, mais en version libre. En fait, Ansible Tower, c'est la version Red Hat, un peu comme les Red Hat Enterprise au niveau Linux. Et on a la version, du coup, AWX, qui est un peu la version, le pendant Fedora des Red Hat Enterprise. Mais grosso modo, c'est le même logiciel, effectivement. Après, si on veut, on peut brancher nos scripts Ansible sur un petit peu ce qu'on veut, comme du Jenkins, comme du GitLab CI, comme ce qui nous passe par la tête. Et on peut aussi définir des tâches comme ça de provisioning avec des outils tiers. Donc voilà. Je vois dans le chat, connaissez-vous un site proposant des sortes de TD pour se former sur Ansible? Alors, si tu es un Extien, je connais 2 très bons formateurs qui font des formations Extia ici présents. Renseigne-toi auprès de ta RH. Sinon, je ne sais pas. Je suis désolé. Après, C'était pour faire mon autopromo. comme truc gratuit, il y a tout le monde connaît, je pense, mais il y a Xavki sur YouTube qui fait des tutos, des petites présentations. Il a sorti une playbook sur Ansible et il y a vraiment masse d'infos, c'est vraiment chouette. Et en formation payante, je crois qu'il y a des trucs sur Udemy, il doit y avoir aussi, j'imagine, des trucs sur PulseIRite ou Cloud Guru, il faut regarder un petit peu. Mais en tout cas, ouais, sur YouTube, il y a largement de quoi monter en compétences assez facilement. Donc, Xavki, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui demandent comment ça s'orthographe, mais je m'en fous, je vais quand même le dire, c'est Xavki, je crois. La dernière question, on reverra ton GitOps. Je pense que GitOps, vexé, s'entraînera au fond de la montagne et il reviendra encore plus fort. Bon, sur ce, je pense qu'on va terminer là. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je redis un grand merci à tout le monde et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée.